modifions l'eau de l'aquarium, nous modifierons les poissons. Si nous travaillons le poisson comme le fait Business France, sans changer l'environnement, ça ne changera rien. Voilà. Donc c'est ce qu'il reste à faire pour ferrer les entrepreneurs. Alain Bentejac, c'est vous qui prenez la parole, président du comité commerce extérieur du MEDEF, les conseillers du commerce extérieur aussi, les entrepreneurs bénévoles, hein, je le rappelle, rapport sur le commerce extérieur, sur son financement, et puis président du groupe Artelia, on est dans l'ingénierie, dans le management de projet, un tiers du chiffre d'affaires à l'international. On parle beaucoup de cette coordination des acteurs, ça vous tient à cœur? Oui, effectivement, je suis un petit peu d'ailleurs dans le prolongement de ce que dit Jean-Paul Volo. On parle là d'accompagnement des PME et quand on regarde le système français, on voit que c'est un système qui s'est développé fortement dans l'histoire. Il s'est tellement complexifié d'ailleurs qu'on a pensé qu'il fallait un petit peu le simplifier. Et d'ailleurs, depuis 2 ou 3 ans, on constate quand même, objectivement, qu'il y a eu une certaine simplification, un début de simplification du système qui a été mis en place. Mais aujourd'hui, on a effectivement des acteurs publics nationaux, BPI France, dont on parlait, Business France. Il y a les acteurs consulaires, les chambres de commerce, qui sont très actives en France et à l'international. Il y a des acteurs privés. Et puis maintenant, il y a des acteurs régionaux. Et avec la loi NOTRe, les grandes régions, ce sont ces acteurs qui prennent aussi beaucoup d'importance dans le système. Donc ma question est simplement comment, au candidat, comment il voit un peu en grande ligne l'articulation et l'organisation de ce système, et en particulier l'organisation entre le rôle de l'État et le rôle des régions en matière spécifiquement de développement international. Intéressant, hein, le point, hein, coordination, articulation, on a plusieurs briques, hein, ne tombons pas dans le millefeuille, hein, si je vous suis bien. Eric Woerth. Ouais, je crois que, enfin, il faut changer l'eau de l'aquarium, il faut aussi agrandir l'aquarium. Parce que sinon, le poisson, il n'arrive pas à grandir, et c'est probablement une des causes principales. Et la taille des régions, là-dessus, me semble-t-il, on pourrait ne pas être d'accord, mais enfin, la taille des régions, au moins sur le plan économique, elle donne une vision un peu plus large. Et je pense que c'est probablement là où doivent se créer les politiques d'accompagnement, avec évidemment une coordination nationale qui va de soi. Je pense quand même que aussi, parce qu'on en parle souvent, c'est le cas un peu, mais probablement pas assez, les grands groupes, là aussi une question de taille, les grands groupes qui sont eux totalement mondialisés, la France est forte de grands groupes mondialisés, doivent jouer un rôle d'accompagnateurs. Alors chacun dit toujours qu'ils le font, et que, bon, mais doivent jouer ce rôle qui est un rôle absolument majeur pour essayer de garantir en fait une durabilité. On voit bien qu'il y a des entreprises qui font de l'export de temps en temps, mais souvent une fois ou 2 fois ont une mauvaise expérience, ça a coûté très cher, puis ils arrêtent parce que l'accès au financement est trop faible ou ils mettent en danger leur propre marché. On voit cela, j'ai parlé avec nombre de chefs d'entreprise dans ce cadre-là, donc il faut bien sûr faire en sorte qu'on évite ça et qu'on crée de la durabilité. Et puis il faut certainement qu'il y ait sur le plan national ou européen un peu plus de financement. Et je pense qu'il faut intégrer peut-être une taxe climat aux frontières de l'Europe. C'est-à-dire se dire qu'en réalité, quand on produit l'acier chinois n'importe comment sur le plan environnemental, et pour d'autres pays, pour d'autres produits, c'est la même chose, il faut qu'on soit à égalité. Et on n'est pas à égalité. Les produits européens, les produits français ne sont pas à égalité avec d'autres produits, tout simplement parce que ce fameux contenu, en normes européennes ou en normes sociales, n'est pas le même. Si on n'arrive pas à le faire respecter, alors il faut protéger les consommateurs européens. Emmanuel Morel, par rapport à Jean-Claude Volo, la métaphore, est-ce qu'à force de mettre des aides, est-ce que disait Alain Bentejac, l'eau est moins claire, on n'y voit pas trop clair dans toutes ces aides, dans tous ces accompagnements? Je ne sais pas si je vais vous suivre sur les métaphores, chacun est libre du choix de sa métaphore, mais je renvoie déjà, première chose, sur le rôle des collectivités, l'articulation avec l'État et les entreprises. Je renvoie à un livre blanc qui est plutôt pas mal fait, qui s'appelle Diplomatie et territoire, hein, de mémoire, qui était dans les 2016, qui est assez intéressant. Après, vous l'avez dit, le vrai problème, c'est plutôt la synergie entre les acteurs de l'aide à l'exportation. Aujourd'hui, vous avez... alors, il y a des conventions qui ont été signées entre Business France et CCI International, Business France et le Conseil national et, je crois, des conseillers du commerce extérieur de France, Business France et l'AFD, Business France et le PAC PME. Le problème, c'est que, à mon avis, ça fait trop de conventions et qu'on gagnerait... Oui, mais justement, c'est ce que j'avais proposé. On gagnerait à fusionner tout ça
à supposer que les acteurs soient volontaires, parce que vous avez un problème, c'est chacun tient à son précaré, vous en savez quelque chose. Oui, les entreprises ne sont pas forcément staffées pour pouvoir décrypter. C'était précisément ma conclusion. Moi, je pense qu'il y a un gros effort pour staffer, comme vous dites, à ce niveau-là, les entreprises, quelle que soit leur taille. Parce que les grandes s'en sortent plutôt bien, ont quand même une appréhension, ce qu'on appelle la visibilité, une appréhension assez claire. C'est pas le cas pour les PME, les ETI que je rencontre. Moi, je pense que les régions devraient avoir en charge l'environnement des entreprises. Ça vise notamment le financement, ça vise des stratégies qui peuvent être définies au niveau régional, et ça vise aussi la formation des hommes et la reconversion des hommes. L'apprentissage est très important dans notre projet. À l'État, la diplomatie, puisque nous avons des représentations dans tous les pays tiers, et qu'on puisse peut-être prendre appui plus étroitement et plus organiquement sur les conseillers du commerce extérieur. Et puis enfin, sur le plan de l'Europe, à mon avis, doit être en charge des négociations commerciales, et si on revendique cette souveraineté partagée pour l'exercer effectivement à l'échelon européen, c'est aussi pour être en mesure de mettre en œuvre des dispositions de protection lorsque manifestement nous sommes victimes d'agressions, par dumping, par différents procédés. Donc l'Europe négocie pour l'ouverture en veillant à la réciprocité. L'Europe négocie pour mettre en œuvre instantanément, lorsque c'est nécessaire, des mesures de sauvegarde. Et d'ailleurs, je voudrais dire que dans les traités, dans la négociation des traités commerciaux de libre-échange, il faut prévoir des clauses de sauvegarde. On n'est pas obligé, quand on négocie un traité comme le CETA, de prévoir l'importation de viande de bœuf, alors que manifestement, le marché dans l'Europe est complètement saturé. Donc, qu'il y ait une vigilance particulière, des clauses de sauvegarde pour des filières fragiles, notamment pour l'agriculture. Et puis enfin, la protection des données est un vrai enjeu au plan européen. Il va falloir réouvrir assez rapidement les négociations sur le Privacy Shield, car nous risquons d'être demain à la merci des grands groupes du numérique, du GAFA, qui auront une maîtrise totale sur le monde. Pour retrouver une autorité et un pouvoir en général, il n'y a qu'à l'échelon européen que nous pouvons y parvenir. Alors, question de Mano Massenet, qui est avec nous, vice-président du MEDEF Alsace, président de l'Association régionale des industriels d'Alsace, très tourné vers l'international, entreprise familiale, 4e génération. On est présent dans 120 pays, 88% du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. On est dans la distillerie de fruits, l'eau de vie et de légumes, vous m'avez dit, Mano. On est en corollaire des questions qui ont été posées sur cet environnement à l'international, et vous allez plus particulièrement nous parler de ce que vous vivez, vous, quand vous vous rendez à l'international pour vendre vos produits. Merci beaucoup, je suis effectivement très fière. La distillerie Massenet a été classée par le commerce extérieur comme petite entreprise familiale d'envergure mondiale. Plutôt sympathique. Alors messieurs, ma question est très simple. L'industrie alimentaire est essentiellement composée d'un fort tissu de PME et d'ETI. Alors évidemment, comment mieux les accompagner à l'international et surtout, comment les inciter, comme vous l'avez dit monsieur le ministre, à chasser en meute, c'est-à-dire à ne pas avoir peur de son concurrent, à ne pas se tromper de concurrent. Et d'autre part, il y a une chose qui me tient à cœur, moi qui voyage beaucoup dans le monde entier, c'est que dans tous les salons professionnels alimentaires, la France perd d'année en année en visibilité, au profit de pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, voire même la Turquie. On ne pense pas quand même que ces pays soient reconnus pour leur industrie alimentaire. Alors messieurs, comment faire pour regagner notre première place et notre visibilité? Intéressant, la visibilité telle qu'on la perçoit sur les salons, c'est ce que vous disiez Mano, et on a quelque chose d'essaimé. Et c'est un peu le parallèle aussi avec voilà, chacun pour soi. D'abord, vos produits sont excellents. Je ne sais pas. Peut-être pour ce soir, peut-être un bon de je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce qu'on pose cette question depuis toujours?
C'est une question qui est posée, qui est claire, vous le savez, mais vous êtes un acteur, pas moi, donc je ne peux pas vous donner des leçons, c'est vous qui allez vendre vos produits, donc je n'oserais pas dire ça, mais j'entends ça depuis toujours. Je n'en sais rien, j'ai l'impression que tout le monde veut bien faire, les chambres de commerce, les conseillers, le réseau incroyable de conseillers du commerce, même les ambassadeurs sont sortis de la rigidité de la diplomatie pour essayer de faire de la diplomatie plus économique, les structures de financement ont évolué. Alors on peut dire que tout ça pas suffisamment. Si la seule question c'est de dire qu'il faut aller plus loin, probablement, peut-être faut-il inventer autre chose. Probablement il faut avoir une vision plus patriote des choses, plus franco-française, au-delà même, aussi pas se tromper de concurrent. et pas se tromper de concurrent. Et tout à l'heure, moi j'évoquais le rôle des grands groupes, c'est-à-dire ceux qui affrontent tous les jours, tout le temps l'international. Ils doivent jouer certainement un rôle encore plus important de parrainage, d'aide, sans jouer parfois plusieurs jeux en même temps. Mais il faut certainement remettre tout ça sur la table. Je crois que la réalité de la réponse, elle est d'abord chez les acteurs économiques eux-mêmes. Je pense que le monde politique ne peut jouer que ce rôle de facilitateur, de lever les contraintes, toutes les contraintes qui sont dans le projet de François Fillon, du Code du travail au reste. Enfin, la vraie réponse, c'est dans la liberté qui vous est laissée pour vous organiser et puis de baisser vos prélèvements obligatoires, ce qui facilitera les choses. Si vous avez plus de marge, si vous avez plus de capacité d'investissement, alors vous serez meilleur. Juste, il faut qu'on vous fournisse des salariés qui parlent, si possible, l'anglais et bien d'autres langues, des jeunes qui ont envie de travailler et des contrats de travail qui vous permettent d'accéder à l'exportation. Emmanuel Morel. Oui, en effet, c'est pas un sujet dont je suis spécialiste. Enfin, la première chose, c'est que je vous ai entendu parler de l'Allemagne, l'Autriche ou la Turquie. Rassurez-nous, enfin, d'après ce que je sais des chiffres des marchés, on est quand même loin devant encore sur l'industrie agroalimentaire. On parlait de cette agressivité, oui, mais ça j'ai bien compris. Au sens neuf du terme. Hein. Mais j'ai bien compris. La question, c'est plus celle de la visibilité et de la promotion. Moi, je pense qu'il y a un problème. Oui, non, mais je peux parler de la Turquie. Tu parlais de la Turquie, notamment la Turquie et l'Autriche, heureusement, non, quand même. La vraie question, et là, ça tient moins. Ce que peuvent faire les pouvoirs publics, c'est les politiques de promotion, aider aux politiques de visibilité, et peut-être aider aussi à ce qu'on appelle la structuration en famille. C'est un peu comme les filières, c'est-à-dire coordination publique-privée, restructuration ou structuration de la filière. Mais il y a quand même un problème, hein, c'est les acteurs eux-mêmes, hein, pour m'être intéressé au sujet dans une vie antérieure. Il y a des entreprises qui se vivent aussi comme concurrentes et qui n'ont pas forcément une très bonne volonté d'être représentées en termes de famille et de filière. Donc il y a une difficulté à ce niveau-là. Enfin, quand même, regarde par exemple sur les accords de libre-échange, j'y reviens, mais je peux vous dire que les Français, les pouvoirs publics français sont très désireux à la fois de promouvoir et de défendre cette industrie d'excellence, qui d'ailleurs participe à réduire un peu notre déficit commercial. Jean Arthuis. D'abord, je pense qu'il faut que des personnalités comme vous, madame, puissent s'exprimer publiquement pour dire ce qu'a été, c'est le cas ce matin, ce qu'a été la conduite de votre entreprise et votre réussite au plan international. J'observe que les descendants de distilleurs sont efficaces dans l'international. Jean Monnet était le fils d'un commerçant en cognac, et ça lui avait permis de mesurer précocement les enjeux de la mondialisation. Puis c'est le sens du partage. Et donc, ce que je crois quand même, c'est que les entreprises deviennent beaucoup plus solidaires au plan local. Moi, j'ai vu ça dans mon département, la Mayenne. Il y a quelques décennies, quand il y en avait un qui se cassait la figure, on disait, tiens, il n'a pas eu de chance. Aujourd'hui, c'est différent. Quand il y en a un qui est en difficulté, on vient à son secours. Parce qu'on est conscient que lorsque l'un des éléments du tissu économique se casse la figure, c'est l'ensemble qui se fragilise. Et ça, c'est nouveau comme mentalité. Donc, moi, je crois qu'il faut parier sur cette démarche-là. Et il faut faire confiance aux entrepreneurs et aux entreprises, Monsieur le Président, en développant cette solidarité interprofessionnelle. C'est dans ces conditions qu'on pourra progresser. De la même façon, si on veut lutter contre le chômage des jeunes, eh bien, impliquez-vous infiniment plus dans l'apprentissage. Pas seulement pour faire des ouvriers, mais également pour former des ingénieurs. Juste rajouter quelque chose. D'abord qu'il faut défendre l'agriculture. C'est une affaire également de souveraineté. Il y a 3 ou 4 sujets sur lesquels on ne peut pas flancher. Il faut faciliter la transmission des entreprises familiales.
parce qu'une bonne partie du savoir-faire est dans les entreprises familiales, et donc on sait bien que la transmission des entreprises familiales est clé. Et même chose, il faut augmenter la taille moyenne des entreprises. L'augmentation de la taille moyenne des entreprises passe par la transmission, elle passe aussi par l'aide au grossissement des startups, etc. Mais voilà, deux sujets majeurs sur lesquels François Fillon fait des propositions très précises. Jean, tu veux répondre? Parce que vous évoquiez tout ce qui relève